15 millions de bananiers. L'annonce tombe sèche au Burkina Faso. Le contraste est brutal. Un pays souvent associé aux pénuries et aux exodes ruraux promet une autonomie alimentaire, tandis que le Sahel impose un climat imprévisible, des sols fragiles et un scepticisme international persistant. Sur le terrain, la bascule est déjà visible. Plus de 20 villages, selon les relevés initiaux, acceptent d'essayer et des équipes se forment vite pour défricher, creuser, protéger les plants et comparer ce qui survit. Alors, une question colle aux spectateurs. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il pousser ce pari avant que la sécheresse ne tranche ? La promesse affichée est claire. Transformer un geste agricole en levier de stabilité durable. Pour les familles rurales, l'enjeu tient dans une formule simple. Sécurité alimentaire, revenus prévisibles, continuité locale. Mais le pari engage bien davantage que des rendements. Il met à l'épreuve la capacité d'un pays sahélien à réduire une dépendance extérieure ancienne tout en affrontant des saisons des pluies courtes, des vents secs persistants et des nappes fragiles. Le programme annoncé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré s'inscrit ainsi à la frontière entre nécessité et audace, là où chaque décision technique devient aussi un choix social. D'un côté, l'attente intérieure est forte, sortir du cycle du manque, retenir les jeunes, stabiliser des communes fragilisées. De l'autre, le regard extérieur reste prudent, rappelant les limites logistiques, hydriques et organisationnelles. Ce décalage crée un enjeu central pour la suite. Si le projet progresse, même lentement, il peut redéfinir la confiance collective. S'il échoue, il renforcera le scepticisme déjà installé. La question n'est donc pas seulement peut-on planter, mais peut-on tenir dans la durée ? En quelques semaines, plus de 20 villages se sont engagés et certaines parcelles ont vu près de la moitié des jeunes plants dépérir presque simultanément. Cette double réalité, mobilisation rapide et pertes immédiates, a révélé d'emblée la fragilité du pari et la vitesse à laquelle il allait être mis à l'épreuve. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'annonce n'est donc pas restée un discours nocturne. Elle s'est traduite par des gestes concrets, observables, mais aussi par des échecs précoces qui ont servi de signal d'alerte. Le contexte environnemental explique cette tension. Depuis des années, le Burkina Faso compose avec des sols appauvris, des nappes phréatiques vulnérables et des saisons des pluies trop courtes pour soutenir des cultures exigeantes. Dans le Sahel burkinabé, chaque récolte dépend d'un équilibre instable entre chaleur, vent sec et précipitations irrégulières. Lorsque l'objectif de planter 15 millions de bananiers a été proclamé, de nombreux observateurs extérieurs ont jugé l'ambition incompatible avec ces contraintes structurelles. Sur le terrain, pourtant, un autre récit s'est dessiné. Dans plusieurs communes, des groupes de jeunes ont commencé à défricher des bandes de terre abandonnées, épaulés par des agriculteurs expérimentés. Les discussions portaient moins sur les chiffres globaux que sur des choix pratiques. Orientation des rangées, protection contre le sable, profondeur des trous de plantation. Chaque plan mis en terre devenait un test et chaque perte une information à exploiter. Ce contraste entre analyse technique sévère et expérimentation locale a installé la dynamique centrale du projet. Les critiques internationales rappelaient les échecs agricoles passés et l'absence d'infrastructures hydrauliques modernes. Les villages, eux, voyaient surtout une opportunité d'apprendre en avançant, même au prix d'erreurs visibles. La question posée au départ, ce pari peut-il tenir ? Trouvez ici un premier élément de réponse. La faisabilité ne se joue pas seulement dans les modèles, mais dans la capacité à transformer des revers immédiats en ajustements rapides. Dans ce chantier dispersé, certains visages sont devenus des repères. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur, connu pour maintenir des cultures malgré les vents secs, a pris le rôle de formateur improvisé. Il montrait comment orienter les jeunes plants pour limiter l'abrasion du sable, comment creuser de petites rigoles afin de retenir l'humidité et comment observer les premières feuilles pour détecter un stress hydrique précoce. Autour de lui, des volontaires de villages voisins observaient, reproduisaient, puis transmettaient ces gestes à d'autres équipes. Plus au nord, près de Waïgouya, un collectif de femmes habituées aux jardins maraîchers a proposé une organisation différente.
Les parcelles étaient divisées en blocs collaboratifs, les tâches réparties, l'arrosage planifié par rotation. Un registre simple consignait les plants ayant survécu aux premières semaines. Cette méthode, encore artisanale, a offert un modèle reproductible qui a circulé rapidement entre communes, parfois par de simples visites informelles. Ces figures locales n'avaient ni titres officiels ni moyens importants. Leur influence tenait à leur capacité à traduire une ambition nationale en pratiques concrètes, adaptées aux ressources disponibles. Les premiers effets ont été modestes mais perceptibles. Des plants légèrement plus verts, des pertes ralenties, une meilleure coordination entre équipes. Surtout, la dynamique a changé. Les villages n'attendaient plus des directives venues d'en haut, ils expérimentaient, comparaient, corrigeaient. Ce déplacement du centre de gravité a produit un effet immédiat. Le projet cessait d'être abstrait. Il devenait une série de choix quotidiens, visibles, partageables. Le sens de l'enjeu se précisait alors en une phrase simple. La réussite dépend autant des gestes transmis que des promesses annoncées. Au départ, l'activation a été rapide. Dans plusieurs communes, les équipes locales ont commencé presque simultanément. Fosses creusées, rangées tracées, zones d'irrigation rudimentaires marquées au sol. Les outils circulaient de main en main, les jeunes recevaient les consignes, les anciens vérifiaient les alignements. Cette accélération initiale donnait le sentiment d'une expérimentation à ciel ouvert où chaque jour comptait. L'annonce portée par Ibrahim Traoré se matérialisait ainsi en une série d'actions visibles, parfois désordonnées, mais coordonnées par une même urgence. Puis est venue la montée en tension. Quelques semaines après les premières plantations, la sécheresse a frappé plus tôt que prévu. En quelques heures, des feuilles se sont recroquevillées et les rigoles creusées à la hâte n'ont pas suffi à retenir l'humidité. Dans certains villages, des dizaines de plants ont jauni presque en même temps. Ce basculement brutal a transformé l'enthousiasme en inquiétude. Les discussions se sont alourdies et l'idée même de poursuivre a commencé à être questionnée. Le point culminant s'est produit lorsque des rumeurs d'abandon ont circulé. Sur certaines parcelles, les habitants se réunissaient pour décider s'il fallait continuer à investir du temps dans un programme qui montrait déjà ses limites. Les critiques venues de l'étranger, relayées par les radios locales, ont renforcé cette pression en décrivant le projet comme irréaliste pour un pays soumis à un climat aussi instable. La tension n'était plus seulement technique, elle devenait psychologique. Les plans mouraient, les doutes grandissaient et l'élan collectif semblait prêt à se fissurer. Pourtant, la dynamique ne s'est pas interrompue. Dans plusieurs villages, des groupes restreints ont poursuivi le travail malgré l'épuisement. Ils ont protégé les plants survivants avec des brise-vents improvisés, testé différentes profondeurs de plantation et ajusté les horaires d'arrosage. Ces gestes n'ont pas inversé immédiatement la tendance, mais ils ont empêché l'effondrement total. À mesure que les jours passaient, les habitants ont constaté que certains plans résistaient mieux que prévu, souvent grâce à des choix simples mais précis. C'est dans cette phase de réplique que le projet a changé de nature. Les villages ont commencé à analyser leurs échecs, à comparer les zones où les plants tenaient encore, à identifier les sols légèrement plus humides. Les échanges entre communes se sont intensifiés, parfois par des visites improvisées, parfois par des notes manuscrites. Ce qui fonctionnait dans un lieu était rapidement testé ailleurs. La trajectoire n'était plus linéaire, mais elle gagnait en cohérence. Ainsi, la séquence complète, activation rapide, crise précoce, ajustement progressif, a posé une question centrale pour la suite. Si le projet a survécu à ce premier choc, jusqu'où cette capacité d'adaptation collective peut-elle aller ? D'abord, un premier repère chiffré a été brutal. Dans plusieurs villages du Nord, environ 50% des jeunes plants installés durant la phase initiale ont flétri presque simultanément après quelques semaines. Ce taux de perte a servi de ligne de base claire. Sans adaptation rapide, le programme ne pouvait pas dépasser le stade expérimental. Il a mis en évidence une vulnérabilité extrême face à l'évaporation rapide et au vent sec, confirmant que les méthodes classiques étaient insuffisantes dans ce contexte sahélien. Ensuite, un second repère est apparu après l'introduction ciblée de systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par l'énergie solaire. Sur les parcelles équipées en priorité, les habitants ont observé une baisse visible des pertes,
ramenant la mortalité des plants à un niveau nettement inférieur à celui des premières semaines. La différence ne tenait pas à une augmentation massive de l'eau disponible, mais à un contrôle plus précis de l'humidité du sol. L'apport régulier, même limité, compensait mieux les pluies irrégulières et réduisait les chocs thermiques. Puis un troisième indicateur est venu des zones où les équipes ont creusé des trous de plantation plus profonds. Là, les plants présentaient un feuillage plus vert et une résistance accrue durant les journées les plus chaudes. Cette amélioration, observée de manière répétée, a montré que la gestion de la profondeur et de la rétention d'eau constituait un levier décisif. Elle ne nécessitait pas d'infrastructures lourdes, mais une organisation collective rigoureuse pour maintenir la régularité des gestes. À partir de ces 3 points, perte initiale élevée, réduction mesurable grâce à l'irrigation solaire, amélioration supplémentaire par l'adaptation des techniques de plantation, les villages ont commencé à structurer une méthode commune. Des comparaisons ont été menées entre sols sableux, limoneux ou légèrement argileux afin de comprendre pourquoi certains plants tenaient mieux. Dans les communes les plus organisées, des tableaux simples ont été tenus chaque semaine pour noter l'état des feuilles et la vitesse de reprise après les premières pluies. Cette phase a marqué un basculement important sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le débat n'opposait plus seulement ambition et impossibilité, mais données observées et ajustements concrets. Les chiffres restaient modestes, mais ils racontaient une histoire cohérente. Passer d'une base très faible à une amélioration mesurable était possible lorsque les pratiques s'alignaient sur les contraintes locales. Ainsi, la preuve ne résidait pas dans un rendement spectaculaire, mais dans une trajectoire. Réduire des pertes massives, stabiliser des plants survivants, puis reproduire ces résultats ailleurs. Cette logique de progression graduelle a répondu à la question ouverte au moment de la crise. Le projet peut-il apprendre assez vite pour durer ? Les premiers indicateurs suggéraient bien sûr que oui, à condition de maintenir la discipline collective et l'attention portée aux détails. D'abord, une première critique, portée par plusieurs experts étrangers, est structurée et cohérente. Selon eux, une culture intensive du bananier au Sahel se heurte à 3 limites majeures: un déficit hydrique chronique, des sols appauvris et une absence d'infrastructures capables de soutenir un effort à grande échelle. Dans cette lecture, les pertes initiales observées confirment un diagnostic ancien. Même avec de la mobilisation sociale, un environnement aussi instable finit par imposer ses contraintes. Le projet risquerait alors de rester symbolique, sans jamais franchir le seuil de viabilité économique. Ensuite, une seconde critique concerne la durabilité organisationnelle. Les sceptiques estiment que l'élan communautaire, fort au départ, pourrait s'éroder avec le temps. L'entretien quotidien des dispositifs d'irrigation, la discipline nécessaire pour maintenir des pratiques homogènes et la fatigue accumulée face au revers climatique seraient autant de facteurs de décrochage. Dans ce scénario, les villages les plus exposés abandonneraient progressivement, concentrant les efforts sur quelques zones mieux loties au prix d'une fragmentation du programme. Face à ces arguments, la réponse issue du terrain ne nie pas les contraintes, mais les recontextualise. Les données observées montrent que certaines hypothèses pessimistes ne tiennent plus entièrement dès lors que des ajustements précis sont appliqués. La baisse mesurable des pertes sur les parcelles équipées en irrigation solaire ou protégées par des techniques simples de rétention d'eau indique que le climat n'annule pas toute marge de manœuvre. Il la réduit, mais ne la supprime pas. Sur le plan organisationnel, l'argument central repose sur l'apprentissage collectif. Les villages n'ont pas attendu une solution parfaite. Ils ont documenté leurs échecs, comparé leurs résultats et diffusé rapidement ce qui fonctionnait. Cette capacité à corriger en continu constitue une ressource souvent absente des analyses extérieures. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet ne se présente plus comme une promesse figée, mais comme un processus adaptatif. Ainsi, le débat ne se résume pas à possible contre impossible. Il se situe dans une zone intermédiaire où les contraintes environnementales sont réelles, mais où la capacité d'ajustement social peut déplacer progressivement les limites. La question devient alors moins théorique. Cette dynamique peut-elle être maintenue assez longtemps pour changer d'échelle ? Et surtout, ce n'est plus une simple plantation. Au cœur de la saison sèche, alors que la lassitude gagnait plusieurs villages, l'introduction coordonnée de nouvelles techniques a modifié
l'allure générale du programme. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte, alimentés par l'énergie solaire, d'abord testés sur quelques parcelles isolées, ont commencé à produire des effets visibles et comparables. Le feuillage redevenait plus souple, la couleur plus vive, et les plants résistaient mieux aux journées les plus brûlantes sans dépendre entièrement de pluies incertaines. Dans certaines zones, cet effet a été amplifié par l'usage systématique de trous de plantation plus profonds. Les habitants ont observé que ces adaptations simples retenaient l'humidité plus longtemps et limitaient les pertes lors des pics de chaleur. Ce cumul d'ajustements a transformé la perception du projet. Il ne s'agissait plus de survivre à la sécheresse, mais de la traverser avec des outils éprouvés. À ce stade, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une ligne claire s'est dessinée. Le programme cessait d'être une addition d'initiatives isolées pour devenir une méthode partageable. La révélation était là. La viabilité ne dépendait pas d'une solution unique, mais d'une combinaison reproductible de gestes précis. Cette bascule répondait à la question laissée en suspens après les premières crises. Le projet pouvait tenir, à condition de changer d'échelle par l'apprentissage. Pour les familles rurales, premières concernées, les effets ont été immédiats mais graduels. Là où les plants ont résisté, la perspective de récolte partielle a réduit l'angoisse liée aux périodes de pénurie. Les bananiers encore jeunes n'ont pas transformé l'économie locale, mais ils ont introduit une continuité. Planifier, même modestement, devient possible. Cette stabilité émotionnelle, souvent sous-estimée, a renforcé la volonté de rester engagé et de protéger les parcelles existantes. Du côté des petites et moyennes activités économiques, l'impact s'est manifesté par la structuration de coopératives, en particulier féminines. La transformation artisanale des bananes en produits à valeur ajoutée, destinés aux marchés locaux, a créé des revenus complémentaires. Ces micro-chaînes d'approvisionnement, encore fragiles, ont néanmoins diversifié les sources de subsistance et réduit la dépendance à des denrées importées coûteuses. La dynamique économique n'est pas spectaculaire, mais elle s'inscrit dans la durée. Pour les jeunes, le programme a joué un rôle différent. Les formations courtes, les expérimentations techniques et la maintenance des dispositifs solaires ont favorisé un apprentissage intergénérationnel. Les anciens transmettaient leurs pratiques d'adaptation, tandis que les plus jeunes testaient des ajustements inspirés des nouvelles installations. Cette complémentarité a créé un espace d'engagement local, offrant une alternative à l'exode et donnant un sens concret à la participation communautaire. Enfin, les acteurs institutionnels locaux ont perçu des retombées plus stratégiques. Les responsables municipaux ont observé que la progression des plans influençait la gestion de l'eau, l'organisation des sols et la planification collective. Des relevés réguliers, des réunions intervillages et le partage des techniques efficaces ont commencé à structurer des habitudes nouvelles. Même sans infrastructure massive, une forme de gouvernance distribuée a émergé. Dans ces 4 sphères, l'effet cumulatif a été renforcé par les prises de parole d'Ibrahim Traoré. En rappelant que la transformation dépendait autant de la discipline collective que des innovations techniques, il a contribué à aligner les attentes et les efforts. Le projet n'a pas supprimé les risques climatiques, mais il a produit des conséquences tangibles avant même d'atteindre sa maturité. La question ouverte à ce stade est décisive. Ces gains, encore fragiles, peuvent-ils résister au prochain choc climatique et s'étendre à une échelle plus large ? Dans le scénario de base, les techniques actuellement en place continuent d'être appliquées de manière régulière. L'irrigation solaire fonctionne de façon intermittente, la maintenance reste inégale mais suffisante pour éviter un effondrement. Les plants gagnent lentement en robustesse, tout en demeurant sensibles aux pics de chaleur et aux pluies irrégulières. Les villages parviennent à stabiliser une partie de la production, assez pour maintenir l'élan communautaire et consolider les coopératives locales. Les progrès restent modestes, mais cumulés, ils permettent une extension prudente des parcelles. Dans le scénario optimiste, la diffusion des pratiques efficaces s'accélère. Les formations sont mieux coordonnées, la maintenance des dispositifs solaires devient collective et régulière. Et les échanges entre communes s'intensifient. Les plants affichent une croissance plus soutenue et les récoltes partielles deviennent plus fréquentes. Les coopératives féminines élargissent leur capacité de transformation et attirent l'intérêt de partenaires régionaux.
Dans cette configuration, le programme pourrait franchir un seuil symbolique, passant d'une phase expérimentale à un modèle reproductible. Le scénario défavorable repose sur un choc climatique prolongé, une sécheresse sévère ou une succession de vents secs pourrait réduire drastiquement les gains obtenus. Les jeunes plants seraient les plus touchés, fragilisant les parcelles déjà vulnérables. La fatigue organisationnelle s'installerait, dispersant les ressources humaines indispensables à la maintenance. Le projet ne s'effondrerait pas immédiatement, mais il entrerait dans une phase de ralentissement marqué, nécessitant un recentrage sur les zones les moins exposées. À travers ces 3 trajectoires, une constante se dégage. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la clé ne réside pas seulement dans la technique, mais dans la capacité à préserver la cohérence du travail collectif. Si l'apprentissage se maintient, le projet progresse. S'il se fragmente, il stagne. Cette lecture offre une recommandation simple. Observez moins les promesses globales que la qualité des gestes répétés, semaine après semaine. Pour le spectateur, qu'il vive au Burkina Faso ou ailleurs, les transformations observées renvoient à des expériences familières. La première concerne le quotidien. Voir des plants tenir debout après des semaines de chaleur change la perception du risque. Ce n'est plus une promesse lointaine, mais une amélioration visible, fragile, qui montre que des efforts répétés peuvent stabiliser une situation longtemps incertaine. Cette continuité, même partielle, modifie la manière dont les familles envisagent l'avenir immédiat. La seconde touche à la jeunesse. Participer aux formations, entretenir les dispositifs solaires ou protéger les semis donne un rôle clair et valorisé. Beaucoup découvrent des compétences pratiques qu'ils n'auraient pas acquises autrement. Cette responsabilisation réduit l'attrait du départ et renforce le sentiment d'utilité locale. Pour un observateur extérieur, ce mécanisme rappelle que l'engagement naît souvent d'actions concrètes plutôt que de discours généraux. La troisième dimension concerne les communautés organisées, notamment les groupes féminins. La structuration progressive des coopératives montre comment de petites améliorations techniques peuvent ouvrir des espaces d'autonomie économique. La transformation artisanale, même à faible volume, crée des revenus réguliers et redéfinit les équilibres au sein des villages. Ce déplacement lent mais réel éclaire la portée sociale d'un projet agricole. 2 leviers simples émergent de ces constats. D'abord la valeur des gestes répétables, protéger, arroser, documenter. Ensuite, l'importance du partage rapide de ce qui fonctionne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le programme illustre une idée accessible aux spectateurs. Le changement durable commence rarement par un saut, mais par une discipline collective tenue dans le temps. Pour consolider les avancées, le programme doit désormais s'appuyer sur une organisation plus méthodique. D'abord, une première étape revient aux comités villageois. Ils identifient les parcelles les plus résilientes et établissent un calendrier d'entretien hebdomadaire. Chaque groupe note l'état des feuilles, la couleur des tiges et la fréquence des arrosages. Cet indicateur simple permet de repérer rapidement les zones en difficulté et d'ajuster les pratiques sans attendre une dégradation visible. Ensuite, une deuxième étape concerne les agriculteurs expérimentés chargés d'animer des formations courtes et ciblées. Ils expliquent les protections contre le vent, la profondeur optimale des trous de plantation et l'usage rationnel des systèmes solaires. Les villages les plus avancés accueillent ces sessions afin d'accélérer la diffusion des méthodes fiables. Le critère de réussite est concret, réduire le nombre de plants flétris durant les 10 premières semaines. Puis une troisième étape incombe aux équipes techniques locales. Leur rôle consiste à assurer la maintenance régulière des dispositifs goutte à goutte et à harmoniser les horaires d'arrosage. Un suivi mensuel permet d'anticiper les pannes, d'organiser les réparations et de garantir une répartition équitable de l'eau sur les parcelles prioritaires. Enfin, les groupes féminins et les communes développent les chaînes de transformation et les points de collecte. L'objectif est d'obtenir un flux continu, même réduit, de produits dérivés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route transforme le projet en un ensemble de mécanismes reproductibles. Elle répond à la question laissée ouverte plus tôt. Comment passer d'efforts dispersés à une progression mesurable et partagée ? Dans plusieurs villages, les gestes transmis au début par les anciens agriculteurs sont devenus un repère collectif. Protéger un plant du vent, creuser une rigole plus profonde, observer la couleur des feuilles. Ces actions simples, répétées jour après jour, rappellent comment le projet a tenu malgré les pertes initiales.
Elle relie les débuts fragiles au progrès actuel, comme un fil discret mais constant qui traverse toute l'expérience. Ce fil se retrouve aussi dans les paroles publiques d'Ibrahim Traoré. Lorsqu'il évoque la suite du programme, il insiste sur cette continuité entre l'apprentissage par l'échec et la consolidation progressive. Les bananiers Quentin Babassé qui tiennent debout ne sont pas seulement des plans sauvés, ils symbolisent une volonté collective capable de s'imposer face à un environnement réputé implacable. Chaque feuille, redevenue verte au cœur de la saison sèche, rappelle que les avancées n'ont jamais été immédiates. Pour les communautés engagées, cette trajectoire a redéfini la notion de réussite. Il ne s'agit plus d'atteindre un objectif spectaculaire, mais de préserver ce qui fonctionne et de l'étendre avec prudence. La transformation s'est construite par accumulation, pas par rupture. Ce rappel émotionnel donne au projet sa cohérence. Ce qui a commencé comme une promesse audacieuse s'est ancré dans des pratiques partagées, capables de porter l'avenir un peu plus loin qu'hier. Au terme de ce parcours, le projet ne se présente ni comme un miracle, ni comme un échec annoncé. Il apparaît comme une construction lente, façonnée par des communautés qui ont accepté de tester, d'échouer, puis d'ajuster. Les bananiers encore jeunes projettent une ombre nouvelle sur des terres longtemps associées à l'incertitude. Cette ombre n'efface pas les contraintes du Sahel, mais elle suggère qu'une autre relation au risque est possible lorsque l'effort est partagé. Pour l'observateur, l'enjeu dépasse largement le cadre agricole. Il interroge la manière dont une société choisit de mobiliser ses propres forces face à des limites structurelles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le programme invite à regarder moins le chiffre final annoncé que la cohérence du chemin parcouru. Chaque rigole entretenue, chaque technique transmise, chaque coopération locale raconte une même histoire, celle d'un changement qui avance par continuité. La discussion reste ouverte. Ce type d'initiative peut-il inspirer d'autres secteurs confrontés à des contraintes similaires ? La clé réside-t-elle davantage dans la technologie ou dans la capacité collective à apprendre en marchant ? À chacun d'en juger, en gardant en tête cette question simple. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle décide de bâtir son avenir à partir de ce qu'elle maîtrise déjà ?